On a vu dans la presse hier, avant-hier, en tout cas cette semaine, qu'il y a des tentatives toujours de rencontres et de dialogue politique pendant que vous êtes sous inculpation et avec un mandat d'arrêt international brandi contre vous. Est-ce que votre parti, dans cette atmosphère-là, peut participer à un dialogue politique? Bon, je pense que ceux qui sont sur le terrain, notamment Ella Sellou et les autres responsables du parti, sont suffisamment informés, sont suffisamment avertis pour savoir quels sont les arguments, quelles sont les revendications à mettre sur le devant dans ce contexte actuel. Ça, c'est un. Mais au-delà de tout ça, ce qui est fondamental, c'est que le respect de la Constitution, le respect des lois de la République, c'est cela qui peut permettre une base sérieuse, sereine de dialogue. On ne peut pas se permettre de croire qu'on peut dialoguer sérieusement avec quelqu'un qui viole impunément les lois du pays et qui veut considérer toutes ces violations comme des acquis et qu'il faut procéder à d'autres discussions en mettant entre parenthèses les violations antérieures. Si on va vers ça, on sacrifie l'intérêt du pays, on sacrifie les fondements de la République et tout ce qui peut arriver, cela veut dire que tous ceux qui s'engageront dans cette voie seront aussi coupables, soit de manière active ou de manière passive. Justement, pour parler de ce dialogue toujours, le président Alpha Condé et son entourage continuent de dire qu'il n'y avait pas de problème d'ethnie et qu'en réalité, c'est le parti, c'est votre parti qui a mené une campagne autour de c'est notre tour maintenant, qui a finalement même amené les autres groupes ethniques à se braquer contre les peuples. Oui, je pense que sa déclaration traduit le peu de sérieux qu'il a par rapport à l'évolution historique et à la situation du pays à l'heure actuelle. Il a pertinemment organisé la chasse aux peuls en Haute-Guinée au mois d'octobre à Sigiri et à Kouroussa. Il y a eu près de 30 000 personnes déplacées, pas parce qu'ils étaient des militants de l'UFDG, mais parce qu'ils étaient peuls, ce qui est inadmissible dans le cadre d'une république où tous les citoyens, partout sur le territoire national, ils sont chez eux. Nous avons à ce moment-là alerté la communauté internationale, mais à ce moment-là, les gens ont fait peu cas de cette situation. Et c'est le début du drame. Et ça s'est poursuivi. Nous avons accepté l'arrêt de la Cour suprême parce qu'on voulait préserver les vies humaines, parce qu'il s'était préparé avec ses milices à organiser un syndrome à la Kenyane où il y aurait des milliers de morts et que par la suite qu'on se serait retrouvé autour d'une table pour dire qu'il faut partager le pouvoir. Nous avons accepté de perdre, entre guillemets, les élections pour sauvegarder la paix et la stabilité. Mais au lieu d'aller dans le sens conforme à l'orientation d'un chef d'État normal, il a continué à stigmatiser les populations, il a continué à dresser les Guinéens les uns contre les autres, il a commencé à violer impunément la Constitution et les lois de la République à partir de ce moment-là, qui est fautif. En quoi faisant ces violations? Non, tout à l'heure, la CENI, la question des délégations spéciales, son laxisme par rapport aux propos que le médiateur de la République avait tenu, qui est un acte qui est condamné par l'article 4 de la Constitution. Les propos du médiateur consistaient à dire que les peuples ont le pouvoir économique, ils doivent se contenter de cela et ne pas chercher à avoir le pouvoir politique. Cette thèse, elle est extrêmement dangereuse. Et au-delà même, il dit, s'il s'avère qu'ils vont dans le sens d'une compétition politique pour le pouvoir, nous allons réagir. Textuellement, c'est ce qui est dit. Cela veut dire qu'il confirme la thèse que nous avions vue, comme quoi, si Ella Sellou était déclaré vainqueur, il y aurait eu de sérieux problèmes en Guinée où la sécurité des populations serait menacée. Et aujourd'hui, Alpha Condé continue dans la même direction. Et c'est la raison pour laquelle les questions ethnocentriques
L'instabilité de la Guinée aujourd'hui, ces attaques contre des pays voisins, que ce soit le Sénégal ou la Gambie, montrent que c'est lui qui est l'incendiaire et c'est lui qui constitue un danger pour la paix civile et pour la paix régionale. Mais le président Alpha Condé, revenons un peu sur ses propos en ce qui concerne les événements du 28 septembre, les massacres. Quand on évoque cette question avec lui, il dit qu'on ne doit pas singulariser cet événement et qu'il faut qu'on mette cet événement dans le cadre de tout ce qui s'est passé depuis le camp Boiro, les autres massacres, les autres attaques, etc. Par contre, apparemment, certains disent que c'est parce que ce sont les peuples qui ont été les victimes, c'est pourquoi il ne veut pas poursuivre l'enquête. Je pense que sur un aspect, il y a eu un lourd passif historique dans notre pays durant ces 53 dernières années de notre indépendance. Le 28 septembre 2009, les tueries de janvier-février 2007, les événements de juillet 85 où beaucoup d'éléments militaires et civils de la communauté malinké ont été éliminés. L'histoire tragique du camp Boiro et de la période de Sékou Touré, c'est vrai que tout cela fait partie d'une longue série de violations manifestes des droits de l'homme dans le pays et doivent être traités de la manière la plus systématique pour agir, pour procéder à une dynamique profonde de réconciliation nationale. Je suis bien placé pour le dire puisque j'ai été l'unique ministre de la réconciliation nationale, de la solidarité et des relations avec les institutions dans une courte période, juin 2008, décembre 2008, c'est-à-dire jusqu'à la mort du général Lansana Conté. Et je dois dire que ce que nous avons fait durant ces 6 mois ont permis aux militaires d'arriver au pouvoir et qu'il n'y ait pas eu des règlements de compte. C'est vrai que les militaires disent c'est parce qu'ils ont eu un accueil enthousiaste et populaire, mais c'est parce que des hommes et des femmes avaient travaillé durant ces derniers mois pour désamorcer les bombes qui existaient au niveau de la société. Et de ce point de vue, je suis heureux d'avoir fait ce travail. Donc, toute cette période doit être globalisée pour qu'on trouve la bonne démarche pour ne pas réveiller, disons, les démons. Mais aussi reconnaître ce que j'avais déjà dit comme ministre de la Réconciliation nationale le 19 octobre 2008 au camp Boiro. Pour la première fois, l'État guinéen est totalement responsable de tout le passif historique qu'il y a eu durant ces 53 années, y compris les événements du 28 septembre 2008. Pour les plus jeunes, le camp Boiro, on l'évoque comme un cas. C'était au moment où il y avait des arrestations arbitraires, des disparitions et des morts. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et puis un camp de concentration qui existait, un pays qui était complètement isolé par rapport aux autres. Et M. Alpha Condé, à ce moment-là, a écrit un livre, La Guinée, néocolonie ou une Albanie. Le titre est peut-être pas exactement comme ça, mais comme l'Albanie d'Enver Hoxha, c'était la citadelle expugnable du socialisme, etc. C'est lui qui comparait la Guinée à ça. C'est cette période assez tragique, tumultueuse, d'une période très noire dans l'histoire de notre pays. Et je dois dire que tout cela doit être pris en compte. Je suis d'accord de ce point de vue avec lui. Mais je ne suis pas d'accord dans une forme de banalisation de toutes les violences que le pays a connues. Et il faut y aller de manière sérieuse. Lui, il dit qu'il a connu beaucoup de 28 septembre. Je pense que ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, avec des femmes violées en pleine dans la rue, un massacre à l'intérieur d'un camp, c'est inadmissible, c'est impardonnable et de toutes les façons, la Guinée doit pouvoir faire en sorte que des choses de ce genre, cette violation barbare des Guinéens qui tuent d'autres Guinéens impunément, que ça doit cesser. Avant de revenir sur le calendrier électoral, nous terminons un peu avec cet aspect de la réconciliation nationale. Lors de la dernière interview qu'il nous a accordé, le président Condé a dit on a désigné les leaders religieux, aussi bien catholiques que musulmans, pour s'occuper de cette question et laissons-les travailler. Ça manque de sérieux. Il y a des préalables, il y a des victimes, il y a des revendications précises
qui ne sont jamais jusqu'à présent réglés. Dans la période des 6 mois, nous étions en train de procéder à la prise en compte des revendications, par exemple les charniers. Les gens ne savent pas où se trouvent les charniers. Il y a des gens qui savent aujourd'hui. Il faut qu'on sache où se trouvent les charniers. Que ceux qui ont perdu leurs proches puissent récupérer les corps. Et ceci n'est pas seulement pour les victimes, c'est-à-dire ceux qui étaient de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qui combattaient soit le régime de Sékou Touré ou le régime de Lansana Conté. Il y a aussi les victimes, la famille de Sékou Touré. Les corps ne sont pas restitués. Les corps de l'ancien Premier ministre, Lansana Biavogui, tout cela, il faut restituer à tout le monde les corps. Ça, c'est tout à fait possible. Et on ne peut pas tourner la page comme si ça n'a jamais existé. Il y a des conflits beaucoup plus importants. L'histoire de Kaproraï, où pratiquement tout un quartier a été rayé et que les familles ont été dispersées. Comme c'est la responsabilité de l'État d'avoir commis ces actes, il faut une justice de réparation et de compensation pour toutes les victimes, y compris pour les victimes de juillet 85, etc., etc. Il y a tout un paquet de violations et de victimes d'une période à une autre, et il faudrait une justice de réparation et de compensation. Les victimes de janvier-février 2007, les victimes du 28 septembre 2009, il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés, il y a des gens qui ont perdu des soutiens de famille. Il faudrait que ces familles, les ayants droit, les héritiers puissent être pris en charge par l'État, puisque c'est l'État qui est responsable de la disparition des leurs. Il y a tout un paquet de choses. Ce n'est pas simplement des discussions autour d'une table qui peuvent permettre de régler ça. C'est que l'État prenne sa responsabilité et fasse ce qu'il doit faire. Par la suite, après la justice de réparation et de compensation, la justice pénale, s'il s'avère indispensable, si certains crimes ne sont pas proscrits, il faudrait procéder à cette vision comme l'Afrique du Sud l'a fait, de la manière la plus objective, la plus responsable, non pas dans une dynamique de revanche, mais dans une dynamique, disons, pédagogique, pour que ceci ne puisse pas se répéter, mais aussi dans une dynamique où, disons, certaines injustices puissent être condamnées et que la Guinée puisse continuer à aller de l'avant en étant plus soudée.